On est dans une situation où on a une continuité du gouvernement avec un remplacement en fait de l'ancien Premier ministre de 2012 jusqu'au mois de mars, précisément 2024, pour traiter dans l'urgence, d'accord, la situation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de méfiance est à l'égard de celui qu'on appelle Ahmed El Ashra, qui était appelé il y a quelques jours de cela Monsieur El Joulani. D'accord. Et en ce qui concerne son affiliation avec les groupes terroristes, on a eu par exemple Recep Tayyip Erdogan, président turc, qui a dit que leur combat était de faire le nécessaire pour pouvoir lutter contre les groupuscules terroristes. C'est un petit peu aussi se foutre en fait de la gueule en fait des Syriens. Alors, et dans la ville de Latakia, s'il y a des Syriens qui sont là, on a vu Monsieur Ahmed El Ashra qui a été reçu avec l'apparition d'un drapeau de l'EIGS. L'EIGS qui est l'État islamique. D'accord. L'EIGS qui est dans le Sahel, mais qui est l'EI normalement, l'État islamique. On a vu le drapeau flotter. D'accord. Or, nous savons bien que c'est lui qui avait créé le mouvement du Front Al-Nosra. Alors, pourquoi je vous parle de cela? Première des choses, merci pour les différents intervenants qui étaient là, qui ont essayé de faire... C'est Banaboy, putain. Banaboy, il a un problème avec son micro, le mec. Oh là là. Alors, merci. Ne le faites plus monter, hein. À chaque fois qu'il monte... Le mec, il a un problème avec son micro, je comprends pas. C'est vraiment dommage. Alors, donc je suis en train de dire que la particularité en fait de la Syrie reflète en fait un contexte géopolitique assez particulier. J'ai écouté quelques interventions ici qui m'ont fait énormément plaisir. Pourquoi aujourd'hui, grâce à toi, Tania, beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent à la géopolitique. C'est une bonne chose parce que ça permet en fait aux gens de pouvoir comprendre comment le monde il évolue. Alors, nous avons hier en fait sur un live que j'avais fait, principalement marqué la Syrie et montrer quels étaient les pays limitrophes autour de la Syrie. Principalement, en fait, nous avons la Turquie, d'accord, la Turquie qui se situe, si je m'abuse, à l'ouest. Alors, si j'ai bon souvenir, ouais, c'est ça, à l'ouest. Et on a aussi au niveau du nord-ouest, on va dire sur le côté sud, on a Israël, on a le Liban. Et du côté est, l'Irak, principalement sur une grande partie. Il ne faut pas oublier que l'Irak est frontalier également à l'Iran. Qu'est-ce qui se passe clairement? Quels sont les partenaires qui sont autour en fait, d'accord, de la Syrie, les partenaires qui sont autour de la Syrie, qui étaient proches au pouvoir de Bachar el-Assad? On avait l'Iran principalement, avec ses gardiens de la révolution. On avait au niveau du Liban le mouvement du Hezbollah, qui assistait aussi le pouvoir de Bachar el-Assad en termes de combattants. Et l'Irak, une partie en fait de l'Irak, d'accord, soutenait aussi le pouvoir de Bachar el-Assad. Alors, donc, il faut savoir qu'au niveau de l'Irak, majoritairement ceux qui y sont, ce sont les chiites, d'accord, mais longtemps, les sunnites dont Saddam Hussein est issu, d'accord, est resté au pouvoir. Donc, naturellement, les chiites d'Irak, en fait, vont se rallier, en fait, aux chiites d'Iran pour pouvoir soutenir, en fait, Bachar el-Assad, dont son pays est majoritairement, en fait, composé à hauteur, je crois, de 65%, en fait, de sunnites. Et Bachar el-Assad, lui-même n'étant pas, effectivement, sunnite, et faisant partie, en fait, je pense, des 10% de la population syrienne, du groupe les Alaouites, d'accord? Donc les Alaouites représentent 10%. Il y a trop d'écho, où sont? Il y a trop d'écho. Ah bon? En train de marcher et tu parles avec Non, il n'y a pas d'écho. Hein. C'est bon, il faut continuer. Les gens ne tombent pas en bas. Bah, c'est bizarre, il y a des gens qui me comprennent, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Mais arrête-toi pour parler, parce que quand tu marches, on n'entend pas bien. Arrête-toi là, maintenant on t'entend. Bon, ok, je vais essayer de faire, hein, c'est parce que j'accompagne mon fils en fait à l'entraînement. Alors, donc je disais effectivement que Bachar el-Assad, lui-même faisant partie d'une minorité, cette minorité alaouite, est resté aux commandes avec des groupes auxquels il était, en fait, auxquels il était attaché. Alors, ces groupes-là, j'ai cité par exemple les chiites, qui sont naturellement en fait opposés aux sunnites,
il faut comprendre, et qui sont les sunnites. Les sunnites, pour la plus grande partie, en fait, ont leur point d'origine, en fait, qui est rattaché, en fait, à Riyad, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Donc, il faut comprendre déjà que c'est des fractions, déjà, de mouvements idéologiques, sur le plan confessionnel, c'est-à-dire avec la foi, aussi de peuple. D'accord. Donc il faut faire en fait une distinction entre les sunnites et les chiites. Et il y a un contexte aussi géopolitique qui est intéressant dans tout cela parce qu'il y a une petite portion de terre qui n'est pas dans ces fractions sunnites et chiites, mais qui en profite stratégiquement. Il s'agit d'Israël. Vous verrez qu'Israël se situe quelque part là, d'accord, non loin de Damas, mais il est là. Et il grappille. La preuve, en dehors du plateau de Golan, parce que le docteur Luc Lemont a évoqué le plateau de Golan, effectivement, qui est une réserve d'eau, mais stratégiquement, le plateau de Golan aussi est très intéressant parce que c'est une zone qui n'est pas super éloignée de Damas. Il faut savoir que Damas est la capitale. Aujourd'hui, les positions d'accord de 1973, suite à la guerre de 6 jours, ont complètement été violées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël a violé ces espaces et territoires et c'est beaucoup rapproché en fait de la zone de Damas et ça c'est très intéressant. Alors donc on a des fractions qui sont alimentées pour des raisons plus ou moins religieuses, ici que pour des raisons on va dire aussi confessionnelles, mais on a un petit bout de terre qui profite de ces faits d'événements historiques et qui essaie de placer ses pions. C'est super intéressant. Alors, dans le contexte actuel géopolitique, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette dégringolade? Parce que beaucoup de personnes disent que Moscou a naturellement en fait lâché Bachar, d'autres disent le contraire, qu'il ne s'agit pas de cela. Déjà, il faut savoir que l'actualité géopolitique s'est accélérée ces derniers mois. Nous avons vu déjà dans les différents pays partenaires, d'accord, du pouvoir de Bachar al-Assad, il y a eu forcément un moment d'actualité. Prenons le cas du Liban. Nous savons que le Liban a été, surtout le mouvement en fait, du Hezbollah a été complètement affaibli avec la perte et l'élimination en fait, des gens comme Nasrallah, qui était lui-même en fait le chef de ce mouvement. Tout son bureau le plus proche aussi a été éliminé, son successeur a été éliminé. Donc il y a eu, on va dire, une décapitation, un éclatement en fait de ce mouvement-là qui est parti se réfugier où? Naturellement à Téhéran. D'accord? Naturellement à Téhéran. Qu'est-ce qu'il en est aussi du pouvoir iranien? L'Iran aussi a subi la foudre aussi d'Israël, de ça naturellement. Nous avons vu la fameuse réplique en fait de Téhéran, d'accord, qui a fait beaucoup de bruit, en constatant qu'ils ont eu aussi cette acquisition de ce qu'on appelle des missiles hypersoniques. Cette technologie-là, d'accord, ils ne l'avaient pas révélée, mais on a vu qu'effectivement, cette acquisition de missiles hypersoniques a commencé à rendre dubitatif pas mal de pays qui se posaient des questions. Comment se fait-il qu'ils ont eu cette progression technologique? Sont-ils sur une préparation de la bombe nucléaire? Pourquoi pas? D'accord. Suite en fait à la mise en exécution, pardonnez, je passe devant l'établissement scolaire en fait de ce missile hypersonique. Il ne faut pas oublier aussi dans le même contexte Netanya qu'on a eu aussi les Houthis, d'accord, du Yémen, dont on ne parle pas beaucoup, qui sont aussi contre Israël, qui ont mis en avant aussi l'utilisation de missiles à longue portée, contre ça, d'accord. Donc dans ce contexte, il fournit en fait cette... Ça crache. Moi je ne sais pas, chez moi ça crache. Bon, attendez, je vais enlever mon casque. Je vais enlever mon... Ok. Tu nous entends? Tu nous entends? Bon, moi je vous entends, moi. C'est bon? Voilà, là c'est mieux, sinon ça crachait. Ah, non. J'avais dit ça si vous ne m'avez pas écouté. Comme d'hab. Je vous avais dit. Ouais. Vous avez dit quoi? J'ai dit ton truc là, ça n'allait pas. Là, on t'entend très très bien. Okay. Parce que tu dirais des trucs très très pertinents et là, on t'entend très bien. Non, t'entendais pas le casque. Vas-y, reprends. Merci. Merci. Alors, donc là, vous m'entendez mieux, là, c'est ça? Ouais.
Bon, je vais pas tout expliquer, hein. Je pense que vous avez compris en partie. Parce que je suis en train d'expliquer en fait le contexte géopolitique. Donc, je disais les pays qui entourent, déjà pour mieux comprendre les pays qui entourent la Syrie, ont fait l'objet aussi d'actualité. Et cette actualité-là, en fait, c'était que tous ces pays-là, c'est-à-dire le Liban, en l'occurrence le Liban, l'Iran, ont eu des problèmes en fait avec Israël. D'accord. Au niveau du Liban, vous savez qu'on a un État qui est complètement failli, donc la seule force en fait qui pouvait essayer de résister plus ou moins, en fait, c'était le Hezbollah. Le Hezbollah a été complètement démantelé. La plupart des mecs du Hezbollah se sont enfuis, sont allés à Téhéran. On a vu aussi les échanges, en tout cas de missiles entre Israël et l'Iran. Donc les gens regardent de près en fait les évolutions technologiques en termes d'acquisition en fait d'accord de Téhéran suite à l'utilisation de missiles hypersoniques. Je disais aussi, il fallait pas oublier les outils du Yémen qui ont eu aussi à avoir des avancées technologiques. Alors, pourquoi en fait les gens se reprochent en fait ces avancées technologiques? Parce que on se dit qu'aujourd'hui les pays qui peuvent permettre en fait à ces pays-là d'avoir d'utiliser des missiles hypersoniques par exemple et d'avoir des avancées technologiques, c'est la Russie. Et il faut pas oublier aussi que au niveau de en ce qui concerne la Russie est un partenaire en fait de Damas qui possède deux bases. La base de Memi, voilà, où ils ont une base en fait aérienne, d'accord, et la base en fait de Tartus, en fait, qui est une base marine, d'accord, avec des flottes navales qui sont assez stratégiques en fait dans cette zone-là. Donc, en termes de stratégie, la Russie se trouve dans une situation plus ou moins confortable. Parce que si au niveau de l'armée, par exemple de Bachar al-Assad, et là je vais faire un petit clin d'œil en fait à l'AES parce que j'ai posé cette question hier, personne n'a pu répondre. Quand ils viennent par exemple en tant qu'instructeurs ou ils ont un contrat, ils peuvent regarder l'ossature de ton armée. Ils peuvent même aussi essayer de te donner des conseils. À toi de voir si tu dois en fait modeler ou tu dois modifier ton armée. La Russie peut jamais t'obliger en fait à démettre un général ou quelqu'un. Ils vont juste t'émettre des avis. Ensuite, c'est à toi de les appliquer. Pourquoi je parle de cela? En parlant de l'AES, pour faire une corrélation. Vous avez vu par exemple la posture en fait d'Assimi Goïta vis-à-vis en fait de comment il s'appelle de l'ancien premier ministre là, comment il s'appelle, de Choguel Kokala Maïga, et certainement aussi au niveau de certains commandements militaires. Il y a eu beaucoup de modifications. Je ne dirais pas que c'est Moscou qui a conseillé, mais vous voyez effectivement la spontanéité en fait de forcément remodeler en fait le système militaire, d'accord, et de ne pas le garder quand il le faut. Quand il faut changer, il faut changer. Bachar al-Assad, le problème c'est qu'en fait avec les différentes batailles datant de 2015, de 2013, 2015 jusqu'à 2018 où il a une suggestion en fait de Moscou, n'a jamais changé son ossature. Il faut savoir aussi que la Syrie en fait traverse un moment assez difficile dans sa situation économique. Donc quand on est dans un problème, on est dans un système même qui a peut-être occasionné des victoires, mais quand le système il est en roue avec le temps, si en fait les généraux sont en fait arrosés de billets, bien évidemment il y aura des défections parce que le système en fait militaire n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il en est en fait du système d'armement de la Syrie? Qu'est-ce qu'il en est effectivement aussi des zones d'influence de la Syrie quand on voit que tous les pays tout autour maintenant sont en train de se refaire parce que le Hezbollah aujourd'hui a complètement démantelé. Et je pense que l'Iran aujourd'hui joue la carte de la prudence. C'est là en fait ceux qui disent que Moscou a lâché en fait la Syrie qui doivent se poser des questions. Est-ce que la méthode en fait aujourd'hui du fait que par exemple M. Bachar al-Assad a été exfiltré lui et sa famille au niveau de Moscou n'est pas meilleure que celle par exemple où Muammar Kadhafi a été pris, d'accord, et éliminé physiquement, froidement par ces mêmes groupes là encore djihadistes? C'est la bonne question. Alors pourquoi Bachar al-Assad aurait accepté, d'accord, d'aller à Moscou sachant que Moscou l'a laissé? C'est la question qu'il faudra se poser. Maintenant, Moscou joue la carte en fait, une carte en fait qui est super intéressante. Et je vous invite, parce que le même Steve va parler de M. Alexandre Douguine. Qui est Alexandre Douguine? Alexandre Douguine, en fait, c'est un idéologue, c'est un philosophe, c'est celui-là qui chuchote à l'oreille de Vladimir Poutine. Sa fille, Daria Douguine, a été éliminée il y a 2 ans. D'accord? Elle a été éliminée il y a 2 ans par les forces de l'OTAN. Ce monsieur-là, en fait, est un penseur. Et c'est lui qui a dit, en fait, que le grand perdant, en fait, de cette situation, en ce qui concerne la Syrie, ça sera la Turquie. N'oubliez pas que Recep Tayyip Erdogan, il a échappé à un coup d'État. Et c'est grâce à la Russie qu'il est resté au pouvoir. Vous vous rappelez quand Recep Tayyip Erdogan était limite dans des toilettes
où il est passé sur Facebook pour s'exprimer en fait aux Turcs, de demander aux Turcs de sortir, c'était grâce en fait à la Russie. C'est la Russie qui a permis en fait que, d'accord, cette contre-révolution en fait n'élimine pas en fait Recep Tayyip Erdogan. Le problème de Tayyip Erdogan en fait, il est à la fois avec l'OTAN, il se méfie en fait aussi de l'hégémonie en fait d'un Kurdistan puissant, parce que chez lui il a 20% de sa population qui est kurde. Faut pas oublier aussi qu'il y a une bonne partie en fait de la population syrienne aussi qui est kurde. Je pense à peu près 10% avec les Druzes, et aussi il y a des Kurdes aussi en Irak. Et ces Kurdes-là, en fait, aujourd'hui, se trouvent dans un mouchoir des poches, parce que même au niveau de la Syrie, les Kurdes sont aidés par les Américains. D'accord? Qu'est-ce qu'aujourd'hui Washington va laisser en fait les Kurdes et laisser en fait Ahmed El-Ashra gouverner véritablement? C'est la question qu'il faut se poser. Et en même temps, Recep Tayyip Erdogan cherche aussi à avoir un bouclier en s'intégrant en fait dans l'Union européenne, chose que les pays européens refusent complètement quand il s'agit en fait d'avoir une Turquie politique, d'accord, qui sera en fait membre de l'Union européenne, parce que la Turquie au niveau de sa démographie sera puissante et puis bénéficiera aussi des accords en fait économiques en fait de l'Union européenne, chose qui les arrange pas. Donc Nicolas Sarkozy a dit traditionnellement l'Union européenne elle est judéo-chrétienne. Donc il y a une incompatibilité entre la situation en fait de la Turquie. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui l'État syrien est complètement souverain et peut aujourd'hui profiter et gérer la sécurité de l'ensemble des Syriens? Non, parce que déjà il y aura des répercussions sur des gens du groupe Assad, d'accord. Beaucoup se sont échappés, les prisons ont été ouvertes, les stocks d'armement ont été distribués à tout le monde, et puis on a dans tout ce cafouillage en fait Israël qui grappille, qui est en train en fait de gagner du terrain au fur et à mesure. Donc la situation déjà d'un État souverain qui va être complètement apaisé, pacifié, n'est pas le cas. Donc la Syrie pour l'instant dit aux réfugiés qui sont chez eux de rentrer, d'accord, afin de fermer peut-être les frontières le temps que les choses se calment. Donc on est dans un cafouillage qui ne dit pas son nom, et les Kurdes de Syrie, d'accord, certainement vont aussi aider les Kurdes en fait de la Turquie. Donc Recep Tayyip Erdogan se trouve dans une situation qui est compliquée, parce que il ne peut pas avoir la confiance de ses partenaires, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, en ce qui concerne la gestion de son pouvoir, parce que ces mêmes personnes-là, sur d'autres plans en fait, le regardent et le critiquent. Donc Bachar al-Assad, lui, il a déjà la vie sauve, ça c'est déjà un élément. Il est à l'extérieur, il a le temps de reconstituer, peut-être pas le BAS qui est son parti politique, mais de reconstituer ses forces et ses réseaux qui sont toujours sur place, d'accord. Faut pas oublier que la Russie est encore sur place, et la Russie aussi à ce moment est encore comme observateur. Nous sommes dans une situation qui est très délicate, où rien n'est encore terminé. N'agissons pas avec nos émotions, mais ce qu'on peut dire, contrairement au pays de l'AES, Bachar al-Assad a manqué de spontanéité et de clairvoyance. À l'heure où je vous parle, c'est la fête nationale, d'accord, au Burkina Faso, et je vous informe que l'ancien Premier ministre, M. Apollinaire Kielemson de Tambela, a été nommé ambassadeur, d'accord, du Burkina Faso en Russie. Donc il sera à Moscou. Vous voyez, c'est une décision qui est stratégique. Même s'il y avait une certaine défiance entre Apollinaire Kielem de Tambela, Ibrahim Traoré ne l'a jamais révélé, mais où il envoie stratégiquement auprès de Moscou, parce qu'il aura au moins des yeux sur lui. C'est cela la réelle politique, c'est cela la géopolitique. On ne fait pas la politique par émotion, on le fait par stratégie. Et c'est ce qu'Assimi Goïta et les autres ont compris. Quand quelque chose ne va pas dans le dispositif militaire, on le change, on le recadre, parce que la géopolitique, elle est dynamique et non endormie. Merci. Waouh, waouh, Merci, Ousmane. quelle analyse, je suis sans voix. Bravo Nissan, franchement. Sans ce que tu dis, moi, sur ce qu'ils disent là, salut tout le monde, moi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Hier tu as dit, tu as posé la question, moi je t'ai répondu. Hein. L'analyse que tu viens de dire là, moi, quand j'aurai ma prise de parole, je suis pas d'accord. D'accord. C'est ça aussi, je t'ai dit, vive la démocratie, Namassa. Je t'écoute. Vas-y en même temps, vas-y Namassa. Le temps de. Donc voilà. Bon, depuis hier, j'ai vu. Bon, bonjour tout le monde, bonjour le panel, bonjour docteur, bonjour Belfine, Africa, l'Afrique, Tom, Lorobi, bonsoir, et Tania, ça va. Et il y a un cas de personnes qui sont en bas qui nous écoutent. Bon, moi, c'est l'affaire sur la Syrie. Il faut savoir une chose que, moi, ce que je veux dire ici, la situation de la Syrie n'a rien à voir avec la situation qui se passe chez nous dans l'AES, en grosso modo. Alors, grand frère Dabassa, excuse-moi. Non, excuse-moi. Peut-être je pense qu'on ne s'est pas compris. Non, tu as dit des trucs que moi, j'ai noté. Tu as dit des trucs que moi, en fonction de ce que je veux dire ensemble, tu veux dire en fonction du changement des gouvernements,
au sein de l'AES, au fait. Non, de l'appareil. C'est très important parce que... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Poutine n'a aucun droit, aucune mainmise sur le renouvellement de nos armées, au fait. Non, mais non. Je n'étais pas en train de dire que Poutine a la même mise sur le Mali ou sur le Burkina. Je suis en train de dire, attends, excuse-moi. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'on... C'est très important parce que depuis hier, on parle de cette situation. Non, je n'ai jamais dit que la Russie... Attends, je vais juste recadrer, peut-être tu ne m'as pas saisi, c'est possible. Je suis en train de dire que... Peut-être je n'ai pas saisi. Voilà, exactement, c'est pour ça que je vais dire en 2-3 minutes. Je suis en train de dire que la Russie respecte la souveraineté de tous les États. Mais quand la Russie, par exemple, en sous-marin avec le cas de la Syrie, la Russie a fait une proposition à Bachar al-Assad en ce qui concerne le remodélage en fait de son ossature militaire. Il a refusé, la Russie n'a rien dit. Il a refusé, je le sais ça. Oui, il a refusé. Maintenant, je dis que la géopolitique, elle n'est pas figée. Par exemple, Assimi Goïta, s'il voit un dysfonctionnement au sein de son appareil, il va agir automatiquement. Le Burkina Faso, ils vont voir un dysfonctionnement, ils vont agir automatiquement. C'est l'erreur de Bachar al-Assad. Parce que tu ne peux pas rester... Voilà, c'est là que je veux te reprendre au fait. Parce qu'il y a eu des changements au niveau du Burkina, au niveau du changement militaire. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui au Burkina, qu'il y a eu un changement militaire, que c'est le même cas. Mais non, mais ce qui s'est passé. On dit les mêmes choses. Attends, parce que... Non. Namasa, t'as pas compris. Namasa, non, j'ai compris. Hey. Non, belle-fille, s'il te plaît. Non. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais laissez-moi parler. Chacun a son opinion à donner. De la manière, moi, j'ai compris la chose. Oui, il faut bien écouter. Parce que Bachar al-Assad, la situation en Syrie, quand ils ont aidé à pouvoir prendre le pouvoir, vous voyez, avec la Russie, Bachar al-Assad n'a pas écouté, comment il s'appelle, n'a pas écouté ce que Vladimir Poutine a dit pour le changement de son armée. Monsieur Nssan, quand vous avez posé la question au niveau, c'est-à-dire que comme quoi le changement il se doit au niveau du gouvernement au fait. Tu veux nous dire par là que au niveau parce que c'est tombé, ta question c'est tombé au moment où il y a eu changement au Burkina au niveau de l'armée, du général Koulibaly qui était là. Moi je pense que ces changements c'est tombé en même temps que ouais, tout le monde dit que je n'ai pas compris. Moi, de la manière vous comprenez les choses, moi, parce que de la manière je comprends aussi, d'autres personnes ont compris comme ça. Donc moi, je vais dire que les changements au niveau de chez nous, en Afrique, c'est de l'AES, ça dépend aussi de la situation dont les choses se passent. Parce que si tu vois les changements qui ont dû opérer au sein de l'armée, à la tête de l'État du Burkina, ça n'a rien à voir avec Tambela ou... le changement du gouvernement, parce que c'est des zones stratégiques qui ont été faites par le gouvernement. Et cette affaire, parce qu'il faut savoir ce qui se passe aujourd'hui et que ce changement a eu lieu. Ça a été par exemple pour Bazoulma où ça a fait des histoires aussi au Burkina. Donc ce que je vais dire à M. Nssan, c'est que ces changements-là, ça n'a rien à voir avec le changement du gouvernement, au fait. Parce que les gens disent, je n'ai pas compris. Moi, ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des lives ici, soit disant le départ de ces premiers ministres était dû à des... Non. Et ces changements a été dû par le fait qu'il y a eu des détournements ou des choses qui ont été faites ou parce qu'ils ne s'entendaient pas au sein de cette logique qui se passe au sein de... Comment on appelle ça ? Au sein du gouvernement. Donc peut-être que j'étais pas bien compris, mais ce que moi je pense que il faut sur ce sujet-là, le changement au niveau de la Syrie et de l'AES c'est tout à fait différent en fait au niveau du changement. Voilà. Donc c'était ma parenthèse, tu peux continuer. Merci. Vas-y, Nssan, je t'écoute. Hein. Je vais faire ma prise de parole après. Ok, en fait, juste en train de dire que, en fait, le fait de garder un gouvernement, même s'il fait du travail pendant un moment, le contexte peut faire que. Je prends le cas du Burkina. Aujourd'hui, on a M. Célestin Simporé qui est là. Célestin Simporé, en fait, il était le chef d'état-major. Il a fait ses preuves, en fait. Oui. Il a fait ses preuves sur le terrain. Le ministre Kassoum Koulibaly aussi a fait ses preuves sur le terrain.
Jean-Emmanuel Ouédraogo aussi a fait ses preuves. Jean-Emmanuel Ouédraogo, en fait, qui était ministre de la Communication, qui travaillait déjà à la RTB. Mais aujourd'hui, ils ont compris en fait qu'au niveau de la communication, on doit en fait doubler, d'accord, on doit doubler en fait aujourd'hui pas de vigilance, mais on doit être en fait offensif. Aujourd'hui, le Burkina Faso rentre dans une offensive, dans l'offensif en fait, dans sa manière de faire la politique, parce que en fait, aujourd'hui, la politique de défense a montré ses résultats. Aujourd'hui, ils vont attaquer en fait sur la communication et encore redynamiser en fait, d'accord, au niveau de la défense. Et c'est ce que Célestin Simporé a fait quand il était à l'état-major. Apollinaire Kilem de Tembela, on l'a envoyé en Russie. On pouvait l'envoyer à Paris. Mais la Russie reste un partenaire en fait privilégié, comme d'autres le disent, parce que d'autres disent qu'aujourd'hui la Russie a trahi Bachar al-Assad. Absolument pas. Apollinaire Kilem Tembela a aussi étudié en Russie. Donc il sera très utile aussi là-bas. D'accord, pour le Burkina Faso. Jean-Emmanuel Ouédraogo, en tant que Premier ministre aussi, au niveau de la communication, parce qu'on rentre en fait dans cet état-là de cette confédération, il sera aussi super efficace aussi là-dedans et aussi dans le fait de structurer en fait le gouvernement parce qu'ils ont travaillé depuis fort longtemps. Bassolma Bazié aujourd'hui, qui sera le commissaire qui va représenter aussi les pays de l'AES, est dans une dynamique panafricaine, chose qu'il n'a jamais cachée. Il pouvait rester en fait avec cette même ossature, mais en déplaçant en fait son organigramme, son organigramme sera davantage efficace. C'est ce qu'aujourd'hui Assimi Goïta a fait aussi aujourd'hui avec le général Maïga. Le général Maïga qui s'y connaît sur beaucoup de choses. En ce qui concerne l'ensemble territorial du Mali, le Mali en tant que territoire a besoin de s'organiser. L'État doit être présent partout. C'est un homme de terrain, c'est un militaire, mais c'est quelqu'un aussi qui s'y connaît bien en fait en matière de politique de décentralisation. Il n'est pas resté figé, contrairement en fait à Bachar al-Assad, parce que Bachar al-Assad déjà, il faut savoir déjà que son frère, je crois qu'il s'appelle Bafed, si je m'abuse, Bafed, qui est décédé, c'est celui-là qui devait être en fait le président. Bachar al-Assad en fait n'était pas le choisi, Je crois que 1 an ou 2 ans avant la mort de son père, son grand frère il est décédé. Mais Bachar, il est resté en fait avec l'entourage de qui? De sa mère et tous ceux qui étaient autour en fait d'Hafez el-Assad, qui est son père. Donc c'est pas quelqu'un qui est dynamique. Et ça c'est le propre de beaucoup de pouvoirs même. Que ce soit en Afrique, des gens restent avec des équipes qui peuvent rester pendant 20 ans, qui peuvent rester pendant 25 ans. Or, la géopolitique, elle est dynamique. Il faut tout le temps suivre la géopolitique. On ne peut pas, même la géopolitique n'est jamais stable, même sur une année. Tout bouge. Donc, un système qui est endormi, un système qui s'embourgeoise, un système qui reste dans son confort, va forcément pécher à partir d'un moment. Et c'est pour cela, en fait, les chefs d'État ne doivent pas être des gens qui dorment à tout moment. Je donne un exemple sur le cas de la Syrie. Celui qui est le représentant, en fait, de l'armée russe en Syrie, quand il y a eu les premiers bombardements dans les villes de Hana et dans les villes d'Idlib et d'Alep, il a été démis, ils ont décidé de le mettre sur le terrain. C'est un général, mais ils ont décidé de le mettre sur le terrain des opérations. Parce que Vladimir Poutine ne dort jamais. On a eu le cas aussi avec le mec de Wagner, de Prigojine. Vous avez vu comment Vladimir Poutine a réagi automatiquement. Et ça, c'est une leçon, en fait, en termes de géopolitique et d'application politique. On ne peut pas s'endormir avec un gouvernement continuellement. Il faut tout le temps, quand tu es chef d'État, avoir les oreilles et les yeux qu'il faut pour pouvoir redynamiser ton équipe. Quand quelque chose ne va pas, tu remplaces un pion. C'est comme un jeu d'échecs ou chez moi, en pays baoulé, c'est comme le jeu de la Wallet. Tout simplement, il faut tout le temps veiller parce que c'est toi qui organise le jeu. Voici ce que je voulais dire. Merci. Merci Ousson. Merci. Merci Oussa, ça s'appelle du management. Voilà. Et le leadership de nos autorités militaires, il n'y a rien à dire là-dessus. On va écouter I Love et puis après on va écouter le Roby. On t'apporte le live, très intéressant, très instructif. Tania, bonsoir. Oui. Bonsoir. Comme il y a quoi, une femme sur le panel, je laisse Belle-Fille, elle va parler après, je parle. Mais Belle-Fille a déjà parlé. Ah, ok. Bonsoir à tout le monde. Je veux parler de la Syrie et après tout, on va essayer de constituer et faire analyse sur l'AIS. Mais il y a un enjeu que les gens ne comprennent pas sur les Arabes. Si les gens, je ne sais pas si tout le monde a déjà lu le livre noir de la CIA. Dans ce livre, comment est tombé le régime des Shahs? Je parle de l'Iran. C'est les mêmes méthodes que les Américains sont en train d'utiliser, les Arabes entre eux. Mais comme eux sont des moutons, eux n'ont jamais compris ça. Parce que celui qui vient à la tête de la Syrie aujourd'hui, il avait travaillé avec
Alors, vous m'écoutez? Allô? Ok. Il était membre d'Al-Qaïda. Et si on monte dans les années 80, qui a fabriqué l'Al-Qaïda? Ce sont des Américains pour combattre l'armée soviétique en Afghanistan. C'est les mêmes gens qui ont fait tomber le régime des Shahs en Iran. C'est les mêmes personnes qui ont fait tomber aujourd'hui Bachar al-Assad. Et mais les gens qui sont en train de déstabiliser la Russie, moi je ne vois pas quoi tort de la Russie. Les gens même disent que c'est une défaite stratégique de la Russie. Non. Même, je ne sais pas si c'est hier ou bien c'était avant-hier. Il y avait un communicant de l'Iran qui a dit qu'ils avaient demandé Bachar al-Assad s'il pouvait intervenir. Mais Bachar al-Assad n'a pas donné l'autorisation. Même quand l'armée de l'air de choses, la Russie a commencé à bombarder, ils ont demandé pareil à Bachar al-Assad s'il peut devenir et peut intervenir, faire l'intervention par terre. Mais il a refusé. Ce que lui-même, son premier ministre, a déjà vendu la bataille. Et tous ces armées, ils ont fui, laisser laisser les armes. Donc ce n'est pas la Russie qui va venir faire la guerre à leur place. Non, jamais. Parce que la Russie a une autre ambition. La Russie ne peut pas laisser ses enfants venir mourir à la place de l'armée syrienne. Si l'armée syrienne n'est pas capable de se défendre elle-même, comment est-ce que l'armée russe peut venir faire? Non, il ne peut pas venir mourir comme ça pour rien. Parce que Bachar al-Assad, déjà lui-même, il a refusé que la Russie intervienne, l'Iran intervienne, l'Irak intervienne. Parce qu'ils ont sollicité, mais il a refusé. Il a refusé. Il a eu chance même qu'ils n'ont pas tiré sur sa tête. Sinon, il allait tenter, il allait rester là-bas, on allait tirer sur sa tête. Mais il n'allait pas savoir celui qui l'a tué, comme ce qu'on a fait Kadhafi. C'est à cause de ça, je dis à tout le monde ici, allez chercher ce livre noir de la CIA. Tous les manœuvres, même jusqu'au Congo, comment ils ont fait pour éliminer Lumumba. C'est tout, c'est écrit dans tout. C'est un plan. C'est un plan pour faire agrandir l'État israélien. C'est leur plan. Ils n'ont pas commencé maintenant. Donc si l'armée syrienne n'est pas capable, ils ont fui, laissé les armes. Même on a vu des vidéos là où ils se sont changés des habits, ils ont enlevé leur tenue militaire pour porter comme les civils, pour pouvoir rentrer en Irak et en Iran. Ils ont fui laisser le pays. Donc la Russie ne peut pas venir intervenir pour rien si l'armée syrienne n'est pas capable de se défendre elle-même. Parce que la Russie a fait plus de 24 ans, elle a été aux côtés de Bachar al-Assad. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est une leçon à certaines personnes, à certains individus. Il faut chercher l'amour de ton peuple. Parce que c'est l'amour de son peuple qu'il a perdu. C'est ce que, arrivé à un moment, il devrait être conscient d'être auprès de ses peuples. Mais il n'a pas été auprès de son peuple. C'est à cause de ça aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si les gens ils ont subi c'est les mêmes méthodes qui sont passées au Mali, à Kidal. Le moment que l'armée malienne voulait intervenir, l'armée française les a bloqués. Mais quand les rebelles, les taureaux là, ils ont envahi Kidal, qui les a accueillis? C'est pas le peuple. Le peuple, ils ont accueilli. C'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui en Syrie. Parce que le peuple syrien en a marre de Bachar al-Assad, mais il n'a pas sollicité de l'amour de son peuple. C'est à cause de ça, son peuple aujourd'hui, ils ont préféré d'être avec les rebelles terroristes aujourd'hui. C'est pareil qu'aujourd'hui, chose comme à l'AIS, tous les militaires ont su que non, il faut qu'on donne l'amour à nos peuples, il faut qu'on soit auprès de nos peuples. Parce que si tu as l'amour de ton peuple, quelles qu'en soient les difficultés, le peuple va te défendre. Mais Bachar al-Assad aujourd'hui, il a trop manipulé son peuple. Il n'a Et puis, arrêtez de chercher de discriminer l'armée russe. Parce que même chose, ce traître qui est en train de jouer avec l'émotion des musulmans, soit disant que lui, il défend Palestine, Erdogan. Il ne défend pas Palestine. Mais c'est un pion. Mais je ne sais pas que lui-même, il s'est tiré balle sur sa tête. Parce que deux fois, en 2016, les Américains ont voulu le faire coup d'État. Mais c'est grâce à la Russie, ils n'ont pas pu. Deuxième fois encore, c'est grâce à la Russie. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient parce qu'il veut grignoter certaines terres de la Syrie
C'est à cause de ça, lui, il a préféré d'être côté des rebelles avec quelque chose de travail avec l'État sioniste israélien et l'OTAN pour pouvoir infiltrer les rebelles, pour pouvoir chasser Bachar al-Assad à la tête de la Syrie. Je vais vous le livre dont je vous ai parlé, je vais vous lire un peu quelque chose comme ce qu'ils ont fait sur Lumumba, la CIA. Parce que c'est une vaste chose qu'ils sont en train de faire en Afrique. Complot de l'assassinat de Lumumba. C'est un livre, c'est le nom du livre. Ils ont dit parce qu'il y avait un véritable complot visant à saper l'autorité de Lumumba, à le renverser et le tuer. Il y avait bien sûr plusieurs conspirateurs. Les Belges étaient très désireux de se débarrasser de lui. Mais personne n'était aussi puissant que les Américains. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est ce que 5 semaines après le début du mandat de Lumumba en tant que Premier ministre, la CIA a encouragé le président congolais à le destituer du pouvoir. Les manifestations et la propagande financée par CIA lui a permis de faire plus facilement. La CIA a encouragé Joseph Mobutu à prendre le pouvoir, financé ainsi que d'autres membres de son régime illégal. Et elle lui a recommandé d'organiser la liquidation définitive de Lumumba. C'est exact, en effet, c'est un grand malentendu car Lumumba était assez sympathique à l'égard des États-Unis. Il voulait envoyer les jeunes Congolais dans les écoles américaines. Il faut savoir qu'à un moment, il a confié l'avenir économique de son pays à un Américain. Il a signé un contrat de 2 milliards de dollars cédant tous les ressources minérales et hydroélectriques du Congo à un entrepreneur américain. Et il a même demandé l'envoi des troupes américaines au Congo. Ce n'est pas vraiment ce que l'on attendait d'un communiste en termes de paroles d'action. Thème principal était que le Lumumba était irrégulier, instable et peu fiable. Il y avait aussi beaucoup de racisme clair Timberlake. Ce que dans cette situation, c'est ça qui s'est passé, qui se passe aujourd'hui en Afrique. La CIA est en train de comploter. Ils sont en train de faire vaste massacre aujourd'hui en Afrique. Les gens doivent s'élever aujourd'hui. On doit combattre les Américains tout le temps sur nos territoires. Parce que, exemple, on a vu aujourd'hui en Syrie, c'est les mêmes pions qui sont en train de faire aujourd'hui en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'encercler l'AIS, surtout, Golfe de Guinée. C'est l'OTAN qui est en train de quoi, amener leurs bateaux, ils sont en train d'installer leurs bateaux là-bas. Maintenant, nous, notre devoir aujourd'hui, nous les Africains, on doit informer tous les villageois. Partout en Afrique, on doit informer les gens que nous sommes un peuple uni, nous sommes noirs, on doit être déterminés. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour comploter. Parce qu'aujourd'hui, la CIA, si tu as avec la Russie, ils vont faire, même 5 ans, 10 ans, ils vont chercher comment à te combattre. Mais ce que les gens doivent comprendre que l'AIS est sur la bonne voie. Et les autorités de l'AIS, ils ne sont pas là pour que la Russie va venir les protéger. Ils ont des armées, ils ont l'armée régulière qui peut intervenir en aucun cas, en aucun moment. L'AIS est pour ça. Parce que les gens croient qu'aujourd'hui, si la Syrie est tombée, cela veut dire que la Russie n'est pas fiable, la Turquie. Non. Le cas de l'AIS, ils ont déjà dépassé cette étape. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les autorités de l'AIS, ils ne sont pas là pour que quelqu'un vienne les défendre. Ils sont là pour se défendre eux-mêmes. Parce que si aujourd'hui l'armée syrienne n'a pas pu défendre son territoire, c'est qu'il y avait des corrompus. On les a corrompus parce que la chose, ils ont été financés par les Américains. Les Américains, ils ont financé certains grands officiers de l'armée syrienne pour pouvoir les infiltrer. Mais aujourd'hui, dans l'AIS, cela ne peut pas passer dans l'armée. Parce que l'armée, elle est constituée. Ils s'entendent. Ce que moi j'ai à dire, mon fond de parole, c'est qu'on doit soutenir nos autorités parce qu'ils sont auprès du peuple. Ils sont auprès du peuple. On doit les soutenir, on doit être ensemble et on doit combattre comme un Africain. On doit combattre un Africain. Ce qui s'est passé en Syrie, ça ne nous regarde pas. Ça n'aura en aucun cas un impact sur l'AIS parce que l'AIS est sur la bonne voie. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, l'armée de l'AIS, ils sont bien aguerris, bien formés, bien déterminés avec le peuple. Il faut chuter. Merci. Merci.